Salut YouTube, salut tout le monde, ravi de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour faire le point sur mon investissement en bourse à travers mon PEA et mon compte titre. Vous l'avez vu, j'ai effectivement ouvert un compte titre chez DeGiro, j'ai acheté certaines valeurs, on va voir lesquelles, ça va être l'occasion pour moi de vous les présenter. Le premier trimestre 2021 est maintenant terminé depuis 15 jours à peu près, donc ça va être aussi, je trouve, un bon moment pour faire le point sur la performance à la fois dans mon PEA et à la fois sur mon compte titre, même si celui-ci est beaucoup plus jeune. Mais voilà, l'idée est de vous partager comme d'habitude tout ça en parfaite transparence avec vous. Donc on se retrouve sur mes écrans. Restez avec moi. Vamos! Voilà, on se retrouve sur mes écrans. Avant de commencer et d'aller un peu plus loin dans les détails, je voulais juste repréciser qui je suis pour les nouveaux qui tomberaient sur cette chaîne. Je m'appelle Thomas, j'ai 37 ans et je suis un particulier. Donc je n'ai aucune connaissance approfondie ni aucune expertise dans l'investissement en bourse. J'ai décidé de vous partager mon aventure qui est l'investissement en bourse que j'ai lancé maintenant en 2020, il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, sur ma chaîne, vous retrouverez des vidéos qui vont dans ce sens-là, qui vont vous en dire un petit peu plus sur quels sont les actifs que j'affectionne, quel est mon style d'investissement. On va le voir de toute façon à travers mon portefeuille, mais je suis un particulier, encore une fois. Et je pense que je ne suis pas tout seul à m'être lancé un petit peu dans cette aventure. Et l'idée de ma chaîne, c'est de vous partager ce parcours et j'espère vous aider à travers certaines réflexions que je partage dans votre démarche d'investissement en bourse, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve sur ce fameux fichier Google Sheet. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc je sais que pas mal de vous l'ont vue. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, on a juste effectivement rajouté des lignes ou en enlevé par moment. Ce que j'ai fait, c'est tout de suite, pour matérialiser la performance de l'année 2021 par rapport à l'année 2020, j'ai fait une photo en fait de ma performance au 31 décembre. Et donc du coup, ce qui m'a permis d'avoir la performance annuelle sur l'année 2020. Et donc du coup, maintenant, j'ai créé une deuxième ligne qui est consacrée à l'année 2021 et je peux avoir comme référence de base mon année 2020 qui s'était terminée avec un capital de 9 147,68 euros. On voit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en suis à 11 712 euros, ce qui représente pour le moment une perte de 7,25%. Donc, et en euros, une perte de 715 euros. Donc, je suis évidemment très content de cette performance pour le moment. On est qu'au premier trimestre de l'année 2021, donc c'est vrai que je trouve que c'est déjà un très beau résultat. Je précise qu'évidemment, la perf est calculée sans les apports, hein, on le voit bien, c'est pris dans la formule, parce que sinon j'aurais une performance beaucoup plus importante. On voit que je traque toujours mes apports réguliers que je fais. Donc on voit que j'ai augmenté. J'ai décidé de mettre un petit peu plus. J'étais à 50 euros par mois, je suis passé à 75 euros. Donc ça aussi, ça va m'aider petit à petit à faire grossir mon capital. On voit ici que j'ai une performance de quasiment 16%, mais c'est par rapport au capital investi et au capital en cours, donc ça prend également aussi tous mes versements que j'ai fait. C'est normal que la performance paraisse quelque part différente de 10,8 plus 7,25. C'est parce qu'ici, ça prend en compte tout. Donc, voilà pour la présentation de ce premier onglet qui est général, qui est là pour mesurer encore une fois la performance globale de mon PEA. Là, on parle bien uniquement du PEA. On va le voir par la suite, mais j'ai fait des onglets pour mon CTO, exactement les mêmes. En termes de graphique, général, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que comment je suis un petit peu... comment mon investissement est réparti. On voit que j'ai 41% en ETF, 51% en actions. Donc là, un petit peu comme je l'avais dit dans mon bilan de l'année 2020. D'ailleurs, je vous mets un lien vers la vidéo qui fait un récap sur la performance de mon année 2020. Pardon. On voit que je voulais partir sur une stratégie full ETF quasiment et que j'en ai pas mal dévié, que je suis encore un petit peu... à mon goût, un peu trop encore investi sur la part action. Ça s'explique par le fait que j'ai acheté des actions à un moment donné l'année dernière, on était dans un point bas de marché et que j'en ai toujours encore. À l'heure actuelle, je ne les ai pas encore revendus parce que ça fait que monter forcément depuis l'année dernière. J'ai eu la chance de commencer finalement sur un point bas de marché en 2020, donc aujourd'hui c'est plutôt agréable à constater.
en termes de performance. Donc du coup, elles sont toujours dans mon portefeuille. On va voir ici que j'ai ma répartition des ETF. Donc l'ensemble des ETF avait déjà été présenté dans, dans mes vidéos précédentes. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là. J'en ai renforcé quelques-uns en essayant de respecter ma répartition, on va dire, plutôt géographique. Je veux être plus pondéré sur les US et sur les pays émergents, essentiellement. Donc, dans les US, ici, on compte effectivement aussi l'ETF spécialisé sur les small cap, le Russell 2000, qui est uniquement sur les small cap américaines. Donc, on peut voir que je suis à 43 ici sur les US. J'ai 15% du World. Alors ça, c'est un héritage de mon tout premier investissement où je m'étais dit je prendrais du World et puis finalement, après, je me suis un petit peu adapté et je préfère avoir de l'US plus de l'émergent, plus un peu d'UE, plus de small cap, mais j'ai gardé mon World en portefeuille. Et je sais que ce World est pondéré à 67% sur l'US, donc en fait, il faudrait rajouter 43% plus 67% de 15%. Donc 15%, si on divise en 3, ça fait 5, ça fait 10%. Donc il y a à peu près 10% du World qui est que je peux rajouter ici. Donc on serait plutôt à 53% US. Donc voilà, on voit un petit peu ma répartition. Là, je traque aussi un petit peu, toujours pareil, mes actions. J'essaye de voir ce que ça peut donner. J'ai rajouté des choses en mode la répartition sectorielle, je l'avais déjà. J'ai rajouté cette partie, on va dire, euh, type de capitalisation. Donc on voit que je suis très big capitalisation et mid capitalisation. Ça m'étonne pas, j'essaye d'avoir des valeurs plutôt, on va dire, tranquilles, père de famille, on va dire. Donc je me retrouve assez bien là-dedans. À l'heure actuelle, je trouve que j'ai pas encore assez de connaissances d'un point de vue fondamental. Je suis plutôt à l'aise avec l'analyse technique, mais le fondamental, j'ai encore du mal. Et donc, du coup, c'est toujours plus rassurant d'aller chercher des grosses entreprises. En tout cas, je trouve pour ma part. Ce n'est que mon avis. Puis là, on a toutes les boîtes que j'ai, à peu près voir combien ça représente. On voit que je suis très dépendant d'Air Liquide, mais encore une fois, Air Liquide, j'assume complètement cette dépendance, enfin, on va dire, cette surpondération d'Air Liquide, une entreprise dans laquelle où j'ai toute confiance. Donc, ça me dérange pas aujourd'hui d'avoir 25% quasiment de mon portefeuille qui est exposé à Air Liquide. Donc voilà un petit peu pour les métriques, on va dire, globales. On va passer maintenant sur la classe d'actifs ETF. Dans mon PEA, donc on voit que j'ai toujours les mêmes, hein, comme je vous ai dit. Ce que j'ai fait, c'est que là aussi, j'ai fait une photo pour avoir finalement la performance. J'ai eu ma performance sur l'année 2020. Maintenant, je veux ma performance sur l'année 2021. Donc j'ai fait une photo au 31 décembre. Donc j'avais un capital investi en ETF qui avait cette valeur-là. Aujourd'hui, il a cette valeur-là. Effectivement, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut enlever les montants que vous avez investis. Parce que sinon, votre perf va tout de suite gonfler. Donc en fait, il se passe qu'ici, j'ai fait un petit tableau ici à droite que j'ai rajouté, entrée et sortie. On voit que sur les ETF, je ne suis pas sorti. En fait, je suis fidèle à ma stratégie d'investissement sur le long terme. Où pour moi, les ETF sont là uniquement sont là dans une stratégie d'avoir un capital qui va monter au fur et à mesure des années avec ce fameux effet boule de neige des intérêts composés. Et donc moi, l'idée, c'est d'investir régulièrement sur les ETF. Alors ça peut être tous les 2-3 mois, ça peut être tous les 6 mois. Enfin, je sais que je vais investir une certaine somme assez régulière au cours de l'année. Là, on voit que j'ai fait 2 renforts sur le émergent et sur le... Alors le SE, c'est l'ETF BNP SP500, donc sur les US. Mais par contre, il faut bien faire attention parce que du coup, ça m'a fait quand même un peu plus de 400 € que j'ai investi. Il faut bien, évidemment, par rapport à ce montant-là, on le voit ici, hein, j'ai un écart. Les sommes en live que j'ai investies à l'heure actuelle représentent quasiment 4800 €. Mais ici, je soustrais l'investissement que j'ai ajouté pour avoir ma perf finalement. Donc on voit là que je suis vraiment très satisfait des ETF. On voit que c'est vraiment une machine qui roule tout seul. Et moi, je persiste dans cette idée que c'est quelque chose qui est facile à mener et pour tout débutant, pour toute personne qui connaît pas trop le monde de l'investissement en bourse, avoir dans un premier temps une stratégie d'ETF en gestion passive. Vous allez choisir un certain nombre d'ETF sur lesquels vous allez investir de manière régulière. Alors quand je dis régulière, c'est pas tous les jours ni forcément tous les mois, mais ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et ça monte tout seul. Honnêtement,
je me prends pas du tout la tête. Alors encore une fois, j'ai eu la chance d'investir l'année dernière sur des points bas de marché, mais les ETF, faut vraiment le voir en mode euh, investissement quasiment les yeux fermés. C'est-à-dire que tous les X mois, j'investis de l'argent. Si demain la bourse se casse la gueule, eh ben, j'irai renforcer, j'irai racheter des ETF, ce qui fait que je bénéficierai pardon, de cette chute. Et donc mon PRU se lissera à la baisse naturellement. Donc faut pas avoir peur. Pour le coup, en tout cas moi, j'ai pas peur des baisses des ETF et des marchés boursiers sur la partie ETF parce que je sais que c'est plutôt une opportunité dans le sens où je vais pouvoir acheter des ETF à prix bas et les ETF sur lesquels j'ai misé, qui sont des ETF indiciels, ils répliquent des indices. euh, Ce sont des marchés qui sont construits de manière à être haussiers dans le temps et sur le très long terme. Donc je suis assez rassuré là-dessus. Et ça confirme vraiment l'idée que j'avais au départ quand j'ai lancé mon investissement il y a un an. Et on peut le voir déjà, hein, c'est qu'en l'espace d'un trimestre, on fait 12%. L'année dernière, j'ai fait 10%. Alors encore une fois, on est dans une tendance assez haussière depuis l'année dernière. Mais c'est fou de se dire que voilà, j'ai juste fait 2 renforts. Je sais plus quand est-ce que j'ai acheté du pays émergent et du SP500. Je vais vous dire ça, le pays émergent. Il est là, voilà, j'ai renforcé en janvier, fin janvier, fin février. Et le SP500, j'en ai pris fin janvier. Voilà, on achète forcément un PRU qui est plus au-dessus, mais c'est pas grave. Encore une fois, ce sont des actifs qui ne font que monter. Donc pour le coup, c'est agréable. J'ai aucune pression au quotidien. Je suis pas dans le stress. Je m'inquiète absolument pas pour cette classe d'actifs. Donc, euh, donc voilà, plutôt une bonne chose. Plutôt content. Sur la partie, enfin sur la classe d'actifs actions, là on va voir que c'est nettement différent. J'ai fait beaucoup d'entrées et de sorties. Donc là, toujours pareil, j'ai fait une photo de mon portefeuille actions 31 décembre 2020, auquel je compare maintenant ma performance à l'heure actuelle, au jour J à chaque fois. Donc on voit que pour le moment, je suis sur une performance de 5%. On peut voir que là, j'ai eu beaucoup d'entrées et de sorties, hein, mine de rien. Alors en fait, il y avait pas mal de titres sur lesquels j'avais mis ce qu'on appelle des stops de protection. Ça a fait tout un débat sur Twitter avec Chéron et les gens qui travaillent pour Zone Bourse et d'autres personnes assez connues où ils sont pas d'accord sur faut-il mettre des stops de protection ou pas. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour juger. Mais moi, en tout cas, j'en avais mis. J'aime assez l'idée d'avoir un stop de protection, notamment sur des valeurs où je vais rentrer, où je ne suis pas super serein. Des valeurs où la volatilité est un peu plus peut-être importante, ou sur des entreprises que je ne maîtrise pas complètement, type voilà, de CRSI, qui est une boîte que je trouve au demeurant avec de bons fondamentaux et le projet est super intéressant. Mais voilà, c'est beaucoup plus... Pour moi, c'est beaucoup plus incertain que quand j'investis sur un Air Liquide. Donc voilà, on voit que j'ai fait pas mal d'entrées-sorties. Donc évidemment, les sorties, c'est là où il y a un moins, et les entrées, c'est là où le chiffre est positif. Donc on voit que j'ai investi sur du Navia. On va voir que c'est la ligne la plus rouge de mon portefeuille à l'heure actuelle. Là, pour le coup, je pense que je me suis fait un petit peu influencer quand même, pour être honnête avec vous, par tout le buzz qui est autour de cette valeur. Mais ça n'empêche que je trouve le projet assez sympa. Donc on n'est pas à l'abri que Navia, qui je pense a quand même bien avancé sur leur technologie et sur leur projet, puisse performer dans le futur, voire se faire racheter dans un futur. On sait que tout ce qui est conduite un peu autonome, Google s'est déjà cassé les dents dessus par le passé. Voilà, on peut avoir des géants comme Google, Amazon qui demain ont envie de développer ce genre de projet qui font un petit peu finalement rêver, hein. On voit typiquement qu'il y en a qui essayent d'avoir des projets sur voyager dans l'espace, ce genre de choses. Je trouve que la voiture autonome peut être aussi un projet voilà, qu'on voit un petit peu dans les films. C'est un peu de la science-fiction, mais beau projet. TFF, je suis sorti du coup. Katana Group, donc là aussi, c'est une petite. Enfin, c'est pas un cadre hein, de la place boursière, mais c'est une boîte qui a des très bons fondamentaux, des très bons résultats. Je pense que ça peut avoir un joli potentiel. Je suis rentré, j'ai renforcé Air Liquide. Donc Air Liquide, j'en ai 10 maintenant. Donc Air Liquide, moi, je voulais arriver à ce chiffre de 10 parce que assez régulièrement, quelque chose comme tous les 2 ans, Air Liquide, on va dire,
font des dons exceptionnels d'actions, il faut en avoir 10 minimum. Donc je voulais en avoir 10. Donc de SRSI, je suis sorti. Je suis investi sur Worldline, une entreprise qui est dans le paiement en ligne par carte bleue, donc plutôt en phase avec notre société qui est de plus en plus digitale. Je suis sorti de la Société Générale. Donc la Société Générale, j'avais investi dessus en mars 2020. J'étais rentré dessus direct. Je me suis fait sortir avec un stop de protection. Bon, depuis, la boîte est bien repartie à la hausse, mais voilà, j'avais mis un stop de protection. Je suis sorti, j'ai joué un petit retour, à la hausse, vu comment elle avait été dégradée. De CRSI, bah, j'étais sorti en 2 fois en fait. J'avais mis 2 stops. CNP, pareil, comme Société Générale, c'est une valeur que j'avais dans mon portefeuille que j'avais acheté en 2020. Je suis sorti. Albioma, c'est une valeur sur laquelle j'ai investi. La problématique de l'environnement, énergie verte, tout ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai fait une étude des fondamentaux entre Albioma, Voltalia et Neoen. Et c'était Albioma pour moi qui était la moins surévaluée. Et une boîte un peu plus ancienne, avec plus d'expérience, ça me rassurait du coup. Donc je suis parti sur Albioma. Pharmagest, qui est une entreprise dans l'univers pharmaceutique qui fournit, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui va être logiciel de gestion pour les pharmacies. Très beau projet avec des fondamentaux magnifiques. Donc pareil, j'ai investi dessus. Nokia, j'y étais dessus, je suis sorti. De CRSI, je suis re-rentré après dessus. Voilà, des fois il y a des valeurs comme ça, je sais pas vous, mais moi il y a des valeurs que j'apprécie. Et dès que je retrouve, des fois sur le court terme, je trouve qu'il y a des excès à la baisse ou à la hausse. Et dès qu'il y a un excès à la baisse, j'aime bien retenter le pari, quoi. Mais du coup, je suis ressorti, on le voit, Even, pas longtemps après, hein. Euh, GTT, une boîte dans laquelle je crois aussi, qui a des très bons fondamentaux et qui, pour le coup, a eu un excès baissier aussi, je trouve. Elle a perdu un très beau pourcentage en quelques semaines, très rapidement. Je trouve que c'est une boîte qui a des fondamentaux très très intéressants. NJ, je suis shorty, c'était une boîte sur l'année 2020, pareil, que j'avais investi. Big Ben, Ubisoft, je suis rentré en même temps. Là, c'est mon petit côté plaisir aussi, il faut se faire plaisir. J'aime beaucoup l'univers des jeux vidéo. J'ai choisi ces deux boîtes-là. Alors, j'ai déjà Nekon en portefeuille, qui Nekon appartient à Big Ben. Nekon, elle est assez volatile, je trouve. Elle fait des choses assez bizarres. Donc, j'ai mis un stop loss de protection. Je suis gagnant sur la position, mais j'ai préféré aller choisir Big Ben et Ubisoft, d'investir dessus. La stratégie sur le jeu vidéo, c'est d'avoir à la fois une entreprise comme Ubisoft qui est capable, enfin qui est un mastodonte dans le jeu vidéo, qui sort des jeux triple A et qui est vraiment éditeur de jeux vidéo. Big Ben, ils sont éditeurs aussi, mais ils ont toute la partie aussi accessoire. Donc je trouve que c'est... et ils sont sur d'autres types de jeux complètement différents de Ubisoft, donc je trouve que c'était... Enfin voilà, j'ai un petit peu mené ma stratégie comme ça, en disant que j'ai un cadre de l'éditeur, j'ai un cadre de l'accessoire, qui fait d'autres jeux vidéo qui sont aussi... qui sont plutôt intéressants, même s'ils sont moins hypés que les jeux d'Ubisoft. Et je suis rentré sur STM Microelectronics aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une boîte que j'apprécie, sur un secteur que j'apprécie. Donc là, on peut voir les performances de chacune, hein. Donc comme je disais, on va reprendre certaines valeurs, mais les nouvelles qui sont rentrées dans mon portefeuille, Veolia était déjà présente, Vinci aussi, Airbus aussi, Nikon aussi, Air Liquide aussi, TF1 aussi, Danone aussi, Total aussi, Publicis aussi, Navia. Donc Navia, c'est une nouvelle, donc je suis rentré à 4 euros. Donc on voit qu'effectivement, encore une fois, c'est un pari sur lequel je crois sur l'avenir. Et graphiquement, je pense qu'elle peut retomber. Elle a un très beau support à 1,80 €, donc à voir. Si ça sera pas l'occasion d'en racheter un petit peu pour un petit peu lisser mon prix à la baisse et après le laisser couler sur le nombre d'années qu'il faut. Katana Group, donc je suis rentré. Worldline, je suis rentré. Albioma, je suis rentré aussi cette année. Pharmagest, GTT, Big Ben, Ubisoft et STM Microelectronics. Donc voilà un petit peu pour mon portefeuille PEA. Donc on voit que j'ai fait, encore une fois, je fais 5% sur l'année pour le moment. Je vous le cache pas, c'est pas, je trouve que c'est moins facile à gérer, ça génère beaucoup plus de stress au quotidien que les ETF. Déjà, ça génère un travail de recherche beaucoup plus important, je trouve, au moment d'étudier une valeur. Un ETF, c'est un peu plus facile à comprendre et on a un groupement de valeurs et c'est beaucoup plus safe. Et je pense que dans ma tête, de toute façon, c'est beaucoup plus safe les ETF que les actions. Donc j'ai un biais psychologique et du coup,
je prends plus de temps, je fais beaucoup plus de recherches sur les actions, tout en n'étant pas sûr de moi. Donc c'est ça aussi, ça rajoute un côté un peu où je pense, je me biaise psychologiquement moi-même. Je sais pas si vous, ça vous le fait parfois, mais c'est pas évident d'avoir confiance à 100% quand on est juste particulier et que c'est pas notre métier, quoi. Mais bon, on continue d'investir. Et voilà, donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à mon CTO. Ah non, juste avant, je voulais vous montrer, il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont demandé comment gérer les dividendes. Je vous montre le classeur très rapidement, mais j'ai fait tout simplement un tableur avec des mois. Donc là, j'ai fait 2020, on met tous les mois, et puis je mets les actions à gauche qui vont me verser des dividendes, et je mets les sommes à chaque fois que je les touche. Donc là, si on prend l'année 2021, j'ai reçu un dividende de Total en janvier, un dividende de Total en avril, un dividende de STM en avril, là, aussi. Donc j'ai les sommes ici et les sommes ici. Et là, juste en dessous, ça me permet de... J'ai fait des tableurs tout simples pour avoir une idée de rendement. Donc Total, je sais que j'en ai 5, ça m'a coûté 140, on va dire 150 euros en tout. J'ai un dividende qui est annuel de 1,32 € pour le moment. Je sais qu'il va être plus parce que Total verse tous les 3 ou 4 mois. Donc j'en ai 4 dans l'année. Mais pour le moment, c'est la somme que j'ai touchée. Donc je fais la somme tout simplement. Et donc ça me permet d'avoir un rendement sur le total. Donc là, j'ai le dividende annuel. Évidemment, la somme des dividendes, parce que là, c'est le dividende annuel par action, mais vu que j'en ai 5, je le multiplie par 5 ici. Donc là, ça me fait un rendement en pourcentage sur le total. Donc en fait, je calcule tout simplement le dividende que j'ai touché par rapport à la somme que j'ai investie. Ça me donne un pourcentage. Et après, j'essaie de voir par rapport à mon PRU, mais finalement, ça revient à chaque fois au même. Je l'avais quand même fait, mais c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, tout simplement, je vais reprendre mon PRU et puis je regarde le rendement que ça me fait. Du coup, par rapport à mon PRU, par contre, faut pas comparer sur la somme totale reçue, mais évidemment sur la somme... pardon, ici, sur la somme... Enfin, sur la rentabilité sur une action, vu que vous raisonnez en PRU. Voilà. À côté de ça aussi, j'ai eu des questions souvent dans les commentaires où on me demandait quand tu fais des achats ou des ventes, quand tu vends, est-ce que quel est l'impact? En fait, je me suis fait un tableau à côté où j'ai mes achats-reventes. Typiquement, voilà, je vous disais, voilà, j'avais investi sur Société Générale donc le 9 avril 2020, j'en avais acheté 15 et je suis sorti le 27 janvier 2021 et j'ai fait un bénéfice de 17,8% dessus. Donc tout simplement, bah là j'ai vendu la totalité de ma ligne, donc ça annule la ligne dans mon portefeuille action. Mais si jamais je fais une sortie partielle, bah ça va juste mettre à jour, effectivement, la somme totale que j'ai d'actions, mais ça va pas changer mon PRU parce que j'ai vendu et que j'aurais fait un gain. Non, non, du tout. C'est encore une fois, ça résonne par rapport à l'investissement que j'ai fait au départ. Et donc il n'y a rien d'autre à changer. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est achat-revente d'actions et dividendes, je le gère sur des tableurs à côté. Et voilà, donc là, je voulais passer maintenant à mon CTO, donc à mon compte titre que j'ai ouvert chez DeGiro. D'ailleurs, super nouvelle aujourd'hui qui est tombée chez DeGiro. Ils ont ajouté des nouveaux ETF. Donc moi, je sais que ça va me plaire. Je vais essayer d'aller regarder ce qui se passe, voir quels sont les ETF qui ont été de nouveau inclus. Ça va être intéressant, notamment que j'ai investi, on va le voir tout juste après, sur DeGiro dans un ETF New Energy chez Elixor. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que je cherchais un ETF secteur nouvelles énergies. Et le seul que j'avais trouvé chez DeGiro est celui sur lequel j'ai investi, qu'on va voir dans quelques secondes. Mais je pense que là, il est possible qu'il y en ait des nouveaux qui soient arrivés. Donc peut-être des ETF qui sont plus performants ou plus intéressants, du moins, par rapport à ma stratégie. Donc il faudra faire un point. Il faudra que j'aille comparer finalement l'ETF que j'ai sur ces nouvelles énergies, voir s'il n'y en a pas des nouveaux disponibles sur DeGiro pour voir s'il n'y a pas des ETF plus intéressants. Donc on retrouve exactement la même interface. Hein. Je pilote de la même façon. J'ai créé un CTO. Donc des onglets CTO, donc là, même logique. Donc on voit que là, pour le moment, j'ai pas de versement programmé sur mon compte titre. Je suis vraiment dans une démarche très long terme, donc pour le moment, je préfère garder mes versements programmés sur mon PEA. Je préfère investir quand des ETF sont éligibles toujours en PEA plutôt qu'en compte titre. Donc pour le moment, j'ai ouvert mon CTO avec 500 euros. Et on va voir donc je fais une performance pour le moment de 1,86%. Donc là, j'ai refait pareil, même logique. Donc là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur la répartition de mon portefeuille. J'ai mis que 500 euros, c'est le début.
Ça va se mettre à jour naturellement. On voit que je suis quand même 40% ETF, 22% actions et j'ai quand même 38% de liquidité. Donc j'ai encore de quoi investir un petit peu d'argent. Donc l'ETF, voilà, classe d'ETF, même tableur que quand j'étais dans mes ETF PEA. On voit que j'ai investi sur le Lixor New Energy. Alors là, c'est un peu une première pour moi. Enfin non, pas vraiment, parce que on est sur un ETF thématique, mais c'est vrai que dans mon PEA, j'ai un ETF thématique immobilier, valeur immobilière. Mais là, voilà, c'est un ETF thématique sur les nouvelles énergies. C'est le ticker énergie. Vous pouvez le retrouver sur Lixor. J'ai investi dessus. Donc j'ai investi quand? Le 9 mars. Donc il y a un petit peu plus d'un mois. Pour le moment, il fait 2,32%. Donc dedans, on retrouve des valeurs qui touchent l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie, il y a des fossiles aussi. Il y a des énergies solaires. Il y a beaucoup de valeurs américaines, françaises et pays du nordique type Danemark. Euh, J'aurais préféré, je pense, avoir... il y a des valeurs comme Schneider Electric qui sont présentes dedans. Je crois que c'est la valeur qui est la plus pondérée à hauteur de 18% de mémoire. J'aurais préféré trouver un ETF plus pondéré encore sur les énergies nouvelles, mais j'ai pas trouvé. Mais donc, comme je le disais il y a quelques minutes, peut-être qu'avec les nouveaux ETF qui viennent d'arriver sur DeGiro, je vais trouver quelque chose qui correspond plus à ma stratégie. Donc voilà, j'en ai acheté 5. Pour le moment, ça fait 2,32%. Du coup, vu que c'est un ETF thématique, j'ai une approche un peu plus prudente qui se rapproche un peu plus d'achat d'actions, d'investissement en actions, plutôt que d'un investissement en ETF sectoriel, indiciel, pardon. Donc du coup, j'ai été regarder un petit peu la courbe de cet ETF. Et en fait, j'ai vu que depuis le début de l'année, il avait perdu quelque chose comme 30%, 22%, je crois. On va le voir tout de suite. Voilà, 22%. Et en fait, j'ai investi le 9 mars. Je crois, mais si je dis pas de bêtises. 9 mars. Je le surveillais. J'ai vu que le 9 mars, il est venu toucher. Enfin, le 8 mars, il est venu toucher sur la même 200. Il est reparti. Ce mouvement me faisant assez penser à celui-ci. Voilà, on était sur évidemment un bull run. On est toujours en bull run, hein, c'est très haussier. On était sur un bull run depuis l'année dernière. Les énergies, nouvelles énergies, on le vend en poupe. Et je me suis dit, voilà, 20% de perte, je pense que ça peut constituer un point bas. Donc voilà, j'ai un PRU à 39, quasi 40, quoi. Donc je fais pour le moment 2%. Euh, donc voilà. Et j'ai effectivement acheté également une autre action. On va voir là sur ma classe d'action, qui est Apple. Alors j'en ai acheté une, c'est pour commencer une ligne. Euh, bon bah, est-ce qu'il y a besoin de présenter Apple? Je pense pas. Je ne suis pas un fanatique d'Apple, mais toujours est-il que ce sont des leaders et que j'ai presque envie de dire que ça se gère comme un ETF presque, mais un peu comme Air Liquide quoi finalement. Sa boîte, une boîte tech, voilà, je pense qu'elle a un vrai avantage concurrentiel, qu'elle est très performante et voilà, on est passé vite fait dessus, mais je vous montre mon compte titre. Je ne vous raconte pas de bêtises, donc tout en transparence. Évidemment, avec Apple, maintenant, vu qu'on est sur une valeur, qu'on retrouve bien mon PRU qui est ici de 126,72, mais en fait, on est sur une valeur qui est en dollars. Donc du coup, si vous avez un classeur de suivi, pensez à mettre en permanence le cours de l'euro-dollar. Donc là, vous avez la formule, ça vous donne le cours de l'euro-dollar en permanence. Et donc du coup, dans le tableur qui est ici, on raisonne beaucoup. Moi, j'ai raisonné au départ par rapport à l'argent que j'ai mis en euros, parce que quand on passe un ordre d'achat sur DeGiro, il va vous calculer en euros. Mais en fait, à un moment donné, les valeurs, elles sont, notamment même ici, sur TradingView, elles sont exprimées en dollars. Donc, il faut penser à faire cette conversion euro-dollar. Après, la logique reste la même. Vous avez un code, vous allez chercher le code, il vous donne le prix en live. Moi ici, donc le prix live, il est exprimé en dollars. On voit la formule ici. Exprimé en dollars. En fait, ici, j'ai pris tout simplement le prix et puis par rapport au cours de l'euro-dollar. Ce qui nous donne pour le moment une performance de 4%. Voilà, on vient de voir la performance de ce premier trimestre 2021 pour mon compte titre et mon PEA. Donc évidemment, pour le moment, je suis assez satisfait de cette performance puisque on est dans le vert, puisque je vois ma classe d'actifs ETF qui fait déjà mieux que l'année dernière en 2020. Sur ma classe d'actions, je suis à 5%. Donc encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. On est dans un marché qui est très haussier depuis mars 2020, hein, depuis le Covid. Donc il ne faut pas s'enflammer, il faut relativiser.
Mais voilà, moi en tout cas, ça me confirme une chose, c'est notamment toute ma stratégie que j'ai mis en place sur les ETF. Et franchement, je ne fais pas donc conseil d'investissement bien sûr, mais je trouve que quand on débute, avoir une stratégie d'investissement sur des ETF en gestion passive, je trouve que c'est super facile à gérer, c'est super facile à vivre au quotidien. Moi, ça me génère pas de stress. Et je trouve que c'est le plus important parce que les émotions, j'en ai beaucoup plus quand j'investis sur des actions et je sais que ça m'a fait faire des erreurs et ça m'en fera faire encore. Donc c'est beaucoup plus voilà, incertain. Donc dans un premier temps, je recommande les ETF en gestion passive parce que même si vous partez pas sur un investissement à vie sur les ETF, eh ben, ça va vous permettre d'avoir votre capital qui grossit quand même petit à petit. On est sur des ETF capitalisants, donc qui réinvestissent automatiquement les dividendes. Donc forcément, votre part grossit toute seule, naturellement. Et en plus, le super côté de ça, c'est que à côté, vous avez tout votre temps pour vous apprendre à mieux connaître l'investissement en bourse. Et c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas bloqué, on n'a pas bloqué son capital en se disant non, attends, j'attends, je suis pas prêt encore pour investir sur des actions, je suis pas prêt pour investir en bourse. J'attends de me former, j'attends d'apprendre des choses, j'attends de mieux connaître tout cet univers. Alors que là, non, vous pouvez investir une partie de votre capital sur des ETF, ça va grossir doucement mais sûrement. Et puis, à côté de ça, vous apprenez à mieux connaître cet univers qui est l'investissement en bourse pour peut-être dans un temps plus ou moins lointain, bah, partager votre investissement entre ETF, actions, obligations ou autres, peu importe, mais c'est votre choix. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant quand on débute. On l'a vu aussi à travers ma vidéo, je vous ai montré quelques ajustements sur mon fichier Google Sheet. Peut-être que je ferai des vidéos dédiées pour vraiment se concentrer sur ces sujets-là, pardon, mais mettez-moi tout ça en commentaire. Mais on l'a vu, il faut bien faire attention quand on veut comparer une performance, qu'elle soit annuelle, mensuelle, à prendre une photo à un moment donné, à un instant T. Moi, j'ai pris la photo au 31 décembre 2020 parce que je compare ma performance d'année en année. Donc, si je voulais comparer ma performance annuelle 2021 à celle de 2020, j'ai pris une photo, que ce soit de mon portefeuille général ou de chacune de mes classes d'actifs, actions et ETF, au 31 décembre. Et maintenant, je compare évidemment ma performance actuelle à cette photo-là, ce qui me permet d'avoir un pourcentage d'évolution. Donc ça, faut bien le prendre en compte. On a vu comment je gère aussi mes actions en revente très rapidement, c'est assez simple. Encore une fois, quand vous revendez, ça n'a pas d'impact sur votre PRU. Si vous revendez totalement votre ligne, bah, de toute façon, vous n'avez plus les actions dans votre portefeuille, donc vous ne posez pas la question. Mais si vous faites une revente partielle, admettons que vous avez 50 actions de chez Total, vous en vendez 20, il vous en reste 30, c'est pas parce que vous avez vendu 20 actions que votre PRU change. Votre PRU, il n'a pas changé. Vous avez toujours le même PRU. Donc ça, voilà, tout simple aussi à gérer. Et les dividendes, on raisonne par mois, on regarde tous les mois ce qu'on touche, on fait la somme, et puis après, il suffit de, pour chaque entreprise, regarder l'investissement que vous avez investi au départ, l'investissement que vous avez touché en dividendes, et puis le ratio, il se fait naturellement, vous allez avoir un pourcentage de rendement. Donc là aussi, c'est pas très bien sorcier. Moi, je voulais le mesurer, le traquer. Peut-être qu'il y a des gens qui font forcément mieux que moi dans ce suivi-là. Il y a peut-être des façons plus efficaces de le faire. Moi, je le fais de manière très simple, encore dans des onglets à part. Mais ça me permet, en tout cas, d'avoir une idée de ces métriques-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, allez-y, bombardez sous la vidéo. J'y répondrai avec, comme d'habitude, le plus d'honnêteté possible et le plus rapidement possible. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, à regarder évidemment les précédentes vidéos. C'est pas parce que certaines sont sorties en 2020 qu'elles sont plus valables. Il y a ce qu'on appelle un peu du thinking process qui est toujours le même finalement, qui est toujours valable quand on veut se lancer dans l'investissement en bourse. Et vous serez averti tout simplement des prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Portez-vous bien, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo de Papa Investi sur la chaîne. Ciao!